Vous n'allez pas croire ce que l'OTAN vient de faire pour l'Ukraine, et Vladimir Poutine ne l'avait certainement pas vu venir. Les dépenses mondiales de défense ont explosé, augmentant de 9,4% rien qu'en 2024, atteignant un chiffre stupéfiant de 2,7 000 milliards. Les nations de l'OTAN sont désormais en tête, s'engageant maintenant à consacrer un impressionnant 5% de leur produit intérieur brut à la défense d'ici 2035. Ce n'est pas juste une hausse, c'est un bouleversement tectonique, qui pourrait bouleverser de façon permanente le paysage sécuritaire de l'Europe. Et pour l'Ukraine, c'est la bouée de sauvetage qu'elle attendait. Des colis d'aide militaire en augmentation à une nouvelle course aux armements, qui laisse la Russie loin derrière. Cette décision audacieuse marque le début d'un avenir radicalement différent. Un avenir où l'Europe ne dépend plus des États-Unis, et où le pire cauchemar de Poutine devient réalité. Voyons en détail comment cela change tout. À première vue, 5% est un objectif ambitieux. L'année dernière, les membres de l'OTAN ont dépensé en moyenne environ 2,13% de leur produit intérieur brut pour la défense. Donc, pour atteindre 5% dans la prochaine décennie, il faudra une augmentation de près de 135%. C'est une augmentation de près d'un quart chaque année. Pour mettre cela en perspective, entre 2015 et 2022 réunis, les dépenses de défense de l'OTAN ont augmenté plus ou moins régulièrement, à une moyenne d'environ 3,65%. En 2023, sous l'effet de l'augmentation des livraisons à l'Ukraine, les dépenses totales ont augmenté de 9,4%. En 2024, cela a presque doublé à nouveau, avec une augmentation de 17%. Et en 2025, comme nous en discuterons un peu plus tard, nous pouvons probablement nous attendre à une augmentation encore plus importante une fois que la poussière sera retombée. Mais même ainsi, il faudra encore un élan sérieux pour augmenter les dépenses de 135% au cours des 10 prochaines années. Une grande partie du défi réside dans le fait que certains membres devront augmenter leurs dépenses beaucoup plus que d'autres. Afin d'atteindre cet objectif de 5%, certains ont déjà du mal à atteindre l'engagement actuel de 2%, alors 5%, c'est encore plus difficile. En 2014, seuls 3 des 28 membres dépensaient 2% ou plus de leur produit intérieur brut. En 2023, ce chiffre était passé à 11 sur 30 membres. En 2024, 18 des 31 membres avaient atteint l'objectif. 18 des 31 membres avaient de nouveau atteint l'objectif. Cela reflète la priorité croissante accordée aux dépenses de défense à la suite de l'invasion de la Russie. Comme on pouvait s'y attendre, compte tenu de sa proximité avec la Russie, la Pologne est en tête en matière de dépenses de défense, en pourcentage du produit intérieur brut. Avec 4,1%, cela représente une augmentation impressionnante de 217% depuis 2014. L'Estonie, avec 3,43%, arrive en deuxième position. Les États-Unis, avec 3,4%, suivent de près, puis la Lettonie avec environ 3,1%. Les États-Unis sont un cas particulier et une partie essentielle de cette équation, comme nous allons le découvrir dans un instant. Le troisième État balte, la Lituanie, se classe cinquième, consacrant 2,9% de son produit intérieur brut à la défense, soit une augmentation de 324% depuis 2014. Entre eux se trouve la Grèce, avec 3,1%. Sur les 32 États membres de l'OTAN, 18 ont atteint ou dépassé le seuil de 2% en 2024. Les 14 restants, dont le Canada, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Croatie, la Slovénie et le Luxembourg, n'ont pas atteint cet objectif. Bien que beaucoup de ces pays aient progressivement augmenté leur budget de défense depuis 2014, la croissance a été inégale et souvent insuffisante. Aujourd'hui, face à un paysage sécuritaire radicalement transformé, ils ne visent plus seulement 2, ils se sont engagés à atteindre 5. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est 5%, surtout si une telle croissance peut sembler irréalisable. En réalité, ce n'est pas tout à fait clair. Cela pourrait être lié au niveau de dépenses relatives de la Russie, ou dans une moindre mesure, de la Chine. La Russie aurait dépensé environ 7,1% de son produit intérieur brut pour la défense et les dépenses connexes en 2024, une augmentation de près de 38% d'une année sur l'autre. Cela devrait probablement augmenter à mesure que la machine de guerre russe passe à la vitesse supérieure. La Chine aurait augmenté son budget de la défense d'environ 7% en 2024. Cependant, la principale raison est probablement simplement que 5 est le chiffre précis qu'a exigé le président américain Donald Trump. Évidemment, plus un pays est éloigné de 5% actuellement, plus l'augmentation des dépenses de défense nécessaires pour rattraper sera importante. Il n'est pas immédiatement évident de savoir d'où viendra exactement l'argent dans plus d'un cas. Néanmoins, tous les membres ont accepté de fixer des objectifs de 5% d'ici 2035. Eh bien, il y a une petite réserve à cela. 2 membres, tout en étant d'accord avec le nouvel objectif, ont indiqué qu'ils n'ont pas l'intention d'atteindre eux-mêmes cet objectif.
Ses membres sont les États-Unis et l'Espagne. Le rôle des États-Unis en tant que géant au cœur de l'OTAN est en fait l'une des principales raisons pour lesquelles l'OTAN a décidé d'augmenter ses dépenses de défense de manière aussi agressive. Comme mentionné précédemment, la crainte d'un expansionnisme russe supplémentaire au-delà de l'Ukraine vers l'Europe de l'Est, et peut-être au-delà, est également un moteur de cette décision. De nombreux experts militaires et politiques ont estimé que la Russie sera prête à envahir l'Europe d'ici 2029 ou 2030. Cela laisse une fenêtre de 4 à 5 ans pour préparer une dissuasion et une défense adéquates. Certains ont même prédit que cela pourrait arriver plus tôt. Regardez notre vidéo récente. L'Allemagne avertit que c'est le dernier été de paix qui examine en profondeur les différentes opinions d'experts sur la question. Cependant, si ce délai de 29 à 30 est correct, les dépenses de défense devraient être augmentées plutôt que progressivement. La deuxième raison est technologique. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et le chaos croissant au Moyen-Orient ont démontré de façon décisive que la guerre a changé à jamais. Et tout d'un coup, nous sommes entrés dans l'ère des drones omniprésents dans les airs, en mer et sur terre, des missiles hypersoniques, de la guerre électronique, des armes laser et des systèmes intégrés à l'intelligence artificielle. L'OTAN possède une supériorité technologique indéniable en matière de chasseurs, de chars, de porte-avions, de sous-marins et de tous les autres grands systèmes d'armes du passé et du présent. Elle doit reconstituer ses stocks de ces armes. D'énormes quantités ont été consommées en Ukraine. Mais elle doit aussi mettre en œuvre la prochaine génération d'armes, et à un rythme égal ou supérieur à celui de ses rivaux, qui ne sont pas aussi en retard dans certains domaines. Il faut aussi prendre en compte le rôle changeant des États-Unis au sein de l'OTAN. En 2024, les États-Unis ont dépensé un peu moins de 968 milliards de dollars pour la défense, soit plus de 80% du total des dépenses de défense de l'OTAN, selon World Population Review. Cela équivaut à une dépense nette de 2239 dollars par habitant, ce qui est plus du double de celui de tous les autres membres de l'OTAN, à l'exception de la Norvège et du Danemark. À 1754 dollars et 1479 dollars, respectivement. Parmi les autres grandes économies de l'OTAN, le Royaume-Uni dépense 1019 dollars par habitant, l'Allemagne 911, la France 801, le Canada 609 et la Turquie seulement 310. Donc, même s'il est évident de dire que la taille de l'économie américaine éclipse celle de tous les autres membres de l'OTAN, cela permet des dépenses plus importantes. Les États-Unis ont également clairement porté la plus grande part du fardeau. Le président Donald Trump s'est exprimé haut et fort sur l'injustice de cette situation, selon lui. C'est Donald Trump qui a initialement proposé que les autres membres de l'OTAN augmentent leurs dépenses à 5% du produit intérieur brut pour rétablir l'équilibre, pour ainsi dire. Mais la préoccupation de Donald Trump ne concerne pas seulement le partage du fardeau au sein de l'OTAN. La politique étrangère des États-Unis a également évolué ces dernières années pour se concentrer sur la Chine comme principale menace, plutôt que sur la Russie. Les États-Unis doivent donc, dans une large mesure, réorienter leur attention de l'Europe vers l'Asie. C'est en partie stratégique, motivé par la progression économique croissante de la Chine dans des régions traditionnellement sous l'influence des États-Unis. Mais c'est aussi la reconnaissance de la croissance rapide, tant en nombre qu'en puissance technologique, des capacités militaires de la Chine. Pour les membres européens de l'OTAN, ce nouveau paradigme a créé un nouveau sentiment d'urgence pour renforcer leur propre défense. Après des décennies de confort relatif en tant que principaux bénéficiaires de la puissance militaire inégalée des États-Unis. Comme l'a démontré la décision récente des États-Unis de détourner des systèmes anti-drones de l'Ukraine vers Israël, des priorités urgentes et changeantes peuvent involontairement laisser l'Europe exposée et pourraient encourager la Russie. Mais s'il est juste de dire que la position de Donald Trump sur les dépenses de l'OTAN a d'abord suscité des sentiments de confusion et même de trahison chez certains membres européens, avec le temps, la nécessité d'augmenter leurs propres dépenses de défense semble s'être imposée, et ce, jusqu'au niveau ambitieux de 5%. Assumer la responsabilité de sa propre sécurité est une idée solide, quelle que soit la façon dont on l'aborde. Cependant, bien que Donald Trump ait lancé l'idée, il ne pense pas que les États-Unis devraient dépenser 5%, en raison de sa contribution massive jusqu'à présent, et de l'ampleur de ses dépenses de défense actuelles et prévues. En termes de dollars, l'Espagne a également plus ou moins refusé de dépenser 5%. Jeudi dernier, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que l'Espagne n'aurait pas à atteindre l'objectif de 5%, car elle n'aurait qu'à dépenser 2%, 1%. Pour répondre aux exigences militaires fondamentales de l'OTAN, nous respectons pleinement le désir légitime des autres pays d'augmenter leurs investissements dans la défense, mais nous n'allons pas le faire, a-t-il déclaré dans une allocution à la télévision espagnole.
L'Espagne n'a dépensé que 1,24% de son produit intérieur brut pour la défense en 2024, soit environ 19,8 milliards de dollars, ce qui en fait le pays qui dépense le moins dans l'Alliance en proportion de son produit économique. Donc, atteindre 2,1% semble déjà assez difficile, sans parler de 5%. Cela nécessiterait des coupes drastiques dans les dépenses couragées en social, non ou des hausses d'impôts, ce que Sanchez n'est pas prêt à accepter. Trump n'a pas été très impressionné par cette position, déclarant vendredi que l'Espagne doit payer ce que tout le monde va payer, et que Madrid était notoirement en dessous des dépenses de défense. Selon Reuters, la confrontation diplomatique menaçait de faire de l'ombre au prochain sommet de l'OTAN, au cours duquel le nouvel objectif de 5% doit être officiellement dévoilé. Dans le cadre de la déclaration du sommet, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'était empressé de tenter de parvenir à un consensus entre tous les membres avant le sommet afin d'éviter cette éventualité. Désormais, Rutte semble avoir trouvé un compromis avec Sanchez. Un consensus sur la formulation de la déclaration a été atteint. Dans une lettre consultée par Reuters, Rutte a indiqué à Sanchez que l'Espagne aurait la flexibilité de déterminer sa propre voie souveraine, tout en respectant ses capacités militaires. Objectif, accord avec l'OTAN. Cependant, un diplomate de l'OTAN, qui a souhaité rester anonyme, a également déclaré à Reuters que la lettre de Reuters n'était qu'une simple confirmation, que les alliés tracent leur propre voie pour tenir leurs engagements et atteindre leurs objectifs de capacité. En creusant un peu plus sur l'objectif des 5%, les inquiétudes concernant la provenance de l'argent ne se limitent certainement pas à l'Espagne. En général, l'économie européenne n'est pas au meilleur de sa forme. Les prévisions indépendantes pour 2025 annoncent des contractions de 1,2% pour la Finlande, 3% pour l'Estonie, 0,9% pour la Hongrie et 0,3% pour l'Allemagne et la Suède. Pendant ce temps, une croissance modeste est attendue aux Pays-Bas et en Pologne, 0,1%, en Lituanie et au Royaume-Uni, 0,3%, en Norvège, 0,5%, en Italie, 0,7% et en France, 0,9%. La plupart des autres économies de l'OTAN se situent entre 1 et 2,5%. Ironiquement, l'Espagne devrait mener le groupe avec l'un des taux de croissance les plus élevés de l'Alliance, 2,5%. La situation géopolitique volatile dans le monde se reflète dans un environnement géoéconomique tout aussi instable. Elle se caractérise par des guerres commerciales, une nouvelle ruée vers le contrôle des ressources critiques, comme les minéraux de terres rares, et une concurrence entre les nouveaux corridors commerciaux émergents. Avec les accords énergétiques à long terme de l'Europe actuellement, en pleine mutation et des vents économiques contraires importants qui s'annoncent, la plupart des analystes restent prudents quant aux perspectives de croissance des économies développées à court terme. Ainsi, il est peu probable que l'argent destiné à financer cette augmentation massive des dépenses de défense de l'OTAN provienne de recettes publiques en forte hausse. Au lieu de cela, comme le suggère Sanchez, il faudra probablement recourir à une combinaison d'austérité, d'augmentation des impôts et d'endettement. Aucune de ces options n'a tendance à être populaire sur le plan politique, même dans les meilleures périodes, et encore moins en période de croissance économique faible. C'est pourquoi, afin de rassembler un consensus autour de l'objectif de dépense de 5% du produit intérieur brut exigé par les États-Unis, Rutte a dû diviser la cible de dépenses en deux catégories. La première catégorie est celle qui est la plus difficile à faire accepter aux contribuables, car elle implique une réduction des prestations, une hausse des impôts ou une augmentation de l'inflation. À savoir, les dépenses de défense traditionnelles. Cela signifie l'achat de nouveaux équipements et armes militaires, l'équipement d'entraînement et le déploiement de troupes, la recherche et le développement, et ainsi de suite. Le plan de Rota engage les membres à consacrer 3,5% du produit intérieur brut à cette catégorie. Pour la plupart des membres de l'OTAN, avec une dépense de défense actuelle de plus de 2%, c'est un objectif nettement plus réalisable que 5%. Cela signifiera également moins de compromis politiques, comme des hausses d'impôts moins importantes, ce qui rendra l'augmentation des dépenses de défense plus facile à faire accepter au public. Le 1,5% restant sera consacré à des dépenses plus larges liées à la sécurité. La définition de cette catégorie de dépenses liées à la sécurité doit encore être finalisée. L'idée est que ces fonds soient utilisés pour moderniser les routes et les ponts afin de supporter des véhicules militaires lourds, construire des bunkers et des installations de sécurité publique et renforcer les capacités de défense civile. Cette catégorie pourrait également être utilisée pour mettre en œuvre des mesures cyber allant des caméras de surveillance, des drones et des satellites aux mesures de protection des réseaux et des données. Bon nombre de ces mesures, comme la modernisation des routes et des ponts, offrent des avantages publics bien au-delà de leurs applications militaires. Elles peuvent donc être présentées comme autre chose que des dépenses de défense, ce qui les rend plus acceptables pour le public. Il paraît que, lors des discussions sur la manière de rendre un objectif de 5% réalisable, les dirigeants de certains pays plus éloignés de la Russie ont soutenu que, puisqu'ils peuvent faire moins pour protéger l'Europe d'une invasion,
Leurs dépenses dans des domaines tels que la sécurité au sens large devraient être comptabilisées dans leurs contributions. La catégorie des dépenses liées à la sécurité du Qatar leur permet de le faire, sans qu'aucune objection apparente à cette stratégie n'ait émergé de la part des États-Unis jusqu'à présent. Certains autres membres ont exprimé des inquiétudes quant à la possibilité d'un abus de la définition par certains pays. Les pays pourraient donc facilement inclure des projets d'infrastructure générale avec des usages militaires ténus dans leurs dépenses liées à la sécurité. Il existe de nombreux types d'infrastructures qui sont véritablement à double usage, comme le réseau électrique, les chemins de fer, les ports et les routes principales. Nous l'avons prouvé plus tôt cette année, lorsque les exercices d'Asian Spring 2025 de l'OTAN en Roumanie ont dû être annulés parce que certaines routes n'avaient pas été suffisamment modernisées. La modernisation des infrastructures essentielles constitue également, de facto, une dépense de défense. Mais le nouvel objectif de 5% est principalement destiné à des fins militaires, et non à des infrastructures à double usage. Alors, où tracez-vous la limite pour éviter que certains pays ne supportent une plus grande part du fardeau militaire que d'autres ? C'est pourquoi la définition de ce qui constitue les dépenses de défense pourrait s'avérer être un facteur important dans la manière dont tout le processus de mise en œuvre du nouvel engagement se déroulera. Le Conseil de l'Atlantique suggère 3 moyens d'accélérer le processus. Premièrement, établir un processus ou un mécanisme permettant d'identifier clairement les normes et les priorités pour les dépenses liées à la défense et de renforcer la défense collective ainsi que la résilience de la société. Le commandement conjoint de soutien et d'appui, ou Joint Support and Enabling Command, relativement nouveau et basé à Ulm, en Allemagne, pourrait jouer un rôle clé ici. Il est axé sur le renforcement, l'appui et le maintien des forces de l'OTAN. Il est donc idéalement placé pour identifier les éléments d'infrastructure nécessaires aux opérations, aux plans et aux exercices de l'OTAN. Deuxièmement, l'OTAN pourrait transformer le Centre européen d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides, basé à Helsinki, en une organisation subordonnée officielle de l'Alliance. À l'heure actuelle, il est simplement affilié à l'OTAN, sans faire officiellement partie de la structure de l'Alliance. Comme pour le Joint Support and Enabling Command, la compagnie hybride possède l'expertise nécessaire pour aider l'Alliance à déterminer quels efforts de résilience pourraient être considérés comme relevant de la défense, en particulier dans le domaine du cyberespace. Enfin, l'Alliance devrait envisager de renforcer la mission et les capacités de l'Organisation pour la science et la technologie de l'OTAN. La Organisation pour la science et la technologie de l'OTAN, afin qu'elle puisse jouer un rôle dans l'identification des technologies qui seront nécessaires sur les champs de bataille de demain. Aujourd'hui, la Organisation pour la science et la technologie de l'OTAN agit comme un facilitateur de recherche et un centre d'échange pour les connaissances scientifiques avancées, les développements technologiques et l'innovation. Mais l'OTAN pourrait mieux l'exploiter afin d'identifier les priorités d'investissement dans les technologies de défense. Nous devrons attendre et voir comment l'OTAN va gérer tout cela. En attendant, l'annonce de l'augmentation des dépenses de défense de l'OTAN ne peut être considérée que comme un coup de pouce pour l'Ukraine. On peut dire qu'au cours des dernières semaines, l'attention des États-Unis s'est portée un peu plus au sud que Kiev. Assurer une couverture diplomatique et un soutien à l'attaque d'Israël contre l'Iran. Aider Israël à se défendre contre la salve de missiles iraniens. Les représailles et son propre raid audacieux de bombardement sur les principales installations nucléaires de l'Iran ont exigé toute l'attention des États-Unis. C'est le moins qu'on puisse dire. La Maison-Blanche indique que l'Europe n'est plus sa priorité. Et l'assèchement simultané des livraisons d'armes des États-Unis à l'Ukraine a porté un coup sérieux à l'Ukraine. Les États-Unis ont été de loin le plus grand fournisseur d'armes à l'Ukraine pendant toute la guerre, y compris bien sûr des technologies cruciales comme les systèmes de défense aérienne Patriot. Les principaux partenaires européens de l'Ukraine, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les États baltes, la Pologne et d'autres ont exprimé leur engagement à continuer de soutenir l'Ukraine. Et certains ont déjà joint les actes à la parole, en annonçant d'importants nouveaux paquets d'aide militaire depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump. Par exemple, la Suède a alloué 1,6 milliard d'euros, soit 1,860 milliard de dollars en mars, et la Norvège a alloué 670 millions d'euros, soit 770 millions de dollars en avril. Des chiffres mensuels records pour les deux. Au total, les pays nordiques ont augmenté leur aide de 5,8 milliards d'euros, soit 6,73 millions de dollars entre janvier et avril 2025. Le Royaume-Uni a également intensifié ses efforts, allouant environ 5,2 milliards de dollars jusqu'à présent en 2025, tout comme la France, avec une contribution d'environ 2,550 milliards de dollars. Les institutions de l'Union européenne ont également joué un rôle majeur, allouant 12,2 milliards d'euros, soit l'équivalent de 14,160 millions de dollars pendant la même période. En conséquence, l'Europe a, pour la première fois depuis juin 2022,
dépasser les États-Unis en termes d'aide militaire totale, avec une aide d'une valeur de 83 milliards 750 millions de dollars, contre 75 milliards 440 millions de dollars. Mais le risque de ne pas pouvoir compenser adéquatement le retrait de l'aide militaire des États-Unis a plané. Il reste important malgré tout. À ce stade, une grande partie des dépenses de défense de l'Europe concerne de toute façon du matériel et des armes fabriquées aux États-Unis. Cet engagement récent des membres de l'OTAN à une forte augmentation des dépenses de défense garantit pratiquement à l'Ukraine un financement important pour un avenir prévisible. C'est un énorme coup de pouce au moral pour cette nation aguerrie par la guerre mais épuisée. L'objectif de 5% doit être officiellement annoncé lors du sommet de l'OTAN à La Haye cette semaine et nous analyserons bien sûr les résultats. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et merci comme toujours de regarder.